Alors cette semaine, je vais me livrer à un exercice un peu particulier. Je vais essayer de vous raconter brièvement l'histoire du 21e siècle, revisitée par un œil complotiste. Tiens donc alors, elle est vraiment si différente que ça, cette histoire, Bah version ouais, complotiste? vous imaginez bien. En général, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, Mmh. donc on sait qu'elle est souvent différente de la réalité. Mais là, on a la chance de voir des pages exceptionnelles s'écrire sous nos yeux. Et avant que ce soit édulcoré dans les livres, en tablant sur le fait que les gens ont une mémoire de poisson rouge, Mmh. je vais me livrer à cet exercice. Je précise que ceci n'engage que moi, que c'est une opinion. Normalement, je ne sais pas trop où on en est de la loi, mais je crois qu'on a encore le droit. Mais Effectivement. une opinion forgée par certaines observations factuelles. Mais là, on a quand même vécu du lourd depuis presque 25 ans. Et c'est bien de s'arrêter pour jeter un petit coup d'œil en arrière. Bon, bah, on vous écoute. Alors voilà. En 2000, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on nous a un peu foutu la paix. Le 1er janvier, les vendeurs d'anti-bug de l'an 2000 pour les ordinateurs ont dû rigoler un peu en pensant à tous les gogos qu'ils avaient arnaqués. Mais c'était une année relativement calme. Bon, il y a eu le crash du Concorde, mais là, apparemment, ça a l'air d'avoir été naturel. Mais si jamais il y a des complotistes, d'ailleurs, niveau Super Ninja++, qui ont d'autres infos là-dessus, je suis preneur. Comme toujours. Bref, on arrive en 2001 avec évidemment le 11 septembre. Ouh là, alors là, oui, bon, bah, j'imagine que vous n'y croyez pas. Ouais, voilà, vous imaginez bien. Le vilain Ben Laden dans une grotte ultra sophistiquée d'Afghanistan, comme dans un film de James Bond qui coordonne les attentats sur le pays le plus protégé de la Terre avec un talkie-walkie. Non, évidemment, ma chère Clémence, bien sûr que non. Je n'en crois pas un mot. Je sais que la version officielle est un tissu de mensonges. D'ailleurs, c'est la date officielle de mon entrée dans le Ah complotisme, oui. figurez-vous. Et mon parrain, c'est Thierry Messant, que Eh bah, dis donc. j'avais vu à une émission chez Ardisson, où il Oui. était venu présenter son livre, L'effroyable imposture. Et c'était à l'époque où on invitait encore dans les médias des gens qui avaient des idées alternatives, et c'était plutôt bien. C'est vrai, tout à fait, puis Ardisson faisait ça très bien. Alors c'est là que vous avez commencé votre carrière de complotiste? Oui, alors j'ai démarré au bas de l'échelle, hein. J'étais sous-stagiaire, genre je faisais les cafés et tout ça, mais en plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était super compliqué d'aller chercher d'autres infos sur d'autres sujets. Mais c'est quand même une date symbolique qui m'a permis de commencer à me prendre la tête avec mon entourage, en assénant des certitudes avec une certaine naïveté d'ailleurs. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que pour tout vous dire, je pensais être un spécialiste du 11 septembre et j'ai récemment chamboulé certaines de mes certitudes. Ah bah non Après, alors. si, après avoir vu une conférence d'une personne qui s'appelle Kaji, qui est devenue un ami d'ailleurs, et qui a une approche et des explications extrêmement intéressantes. Mais là, on est sur un niveau de complotisme Ah stratosphérique oui. et je pèse mes mots. Alors si vous parlez de niveau de complotiste stratosphérique, ça doit être vraiment très beau. Racontez-nous. Non, non, je peux pas. Je vous dirai hors antenne, mais pour vos auditeurs, si ça les intéresse, c'est donc Kaji qui reprend les travaux de Judy Wood et dont la prochaine conférence d'ailleurs aura lieu à Genève en juin. Bref, on continue dans le 11 septembre. Ce qui est génial, c'est que ça leur a permis de faire plein de trucs derrière avec leur Patriot Mmh. Act. Moi, à Ça c'est l'époque, sûr. voilà, moi à l'époque, je prenais tout le temps l'avion et j'adorais les ambiances d'aéroport. Et j'ai vu ça devenir chiant en quelques semaines. C'était affreux. Voilà. Puis ensuite, ils ont envahi l'Afghanistan. Et là, on nous a fait croire que toute une coalition internationale s'est battue pendant 20 ans contre 4 bergers et 5 moudjahidines. Alors là, j'ai comme l'impression que vous n'y croyez pas non plus. Non, non, bien sûr, je ne sais pas ce qu'ils sont allés foutre là-bas. Surtout Ben Laden, selon le narratif officiel, on l'a trouvé au Pakistan. Mais bon, ce que je sais en tout cas, c'est que les talibans avaient éradiqué la culture du pavot, vous savez, pour produire l'opium et l'héroïne. Et quand les Américains sont arrivés, on a battu des records de production, ce pendant les 20 ans qui sont restés sur place. Alors comment vous expliquez ça? Je sais pas trop. Je me suis laissé dire que l'argent de la drogue finançait les actions secrètes de la CIA sans avoir de compte à rendre au Congrès, contrairement à l'argent officiel qu'ils reçoivent. Ah oui, j'ai entendu la même chose, c'est vrai. Alors et ensuite? Alors ensuite, les Américains sont allés en Irak parce que apparemment Saddam Hussein avait des armes de destruction Ah oui. massive et qu'en plus il était, selon les déclarations américaines, très proche de Ben Laden, au point de l'avoir peut-être aidé à préparer le 11 septembre. Alors pourquoi à chaque fois j'ai l'impression que vous n'y croyez pas un mot? D'abord parce que je suis complotiste, Oui, c'est vrai. voilà, Un vrai pur de dur, hein, un 100% pur et jus. dur. Oui. Et ensuite parce que moi j'ai d'autres infos. Alors déjà, je vois pas ce qu'irait foutre un dirigeant nationaliste laïque arabe avec un musulman sunniste fondamentaliste saoudien, mais bon. Oui, voilà, euh, ça demande quand même une certaine analyse, hein. Oui, voilà, non mais bon, outre le fait que l'Irak regorge de pétrole et que c'est toujours bon à prendre, j'ai entendu des bruits disant que Saddam Hussein avait l'intention de remplacer le dollar par le dinar pour les transactions pétrolières. Et ça, en général, les Américains ne rigolent pas du tout avec ça. Oui. Donc ils sont allés faire 1 million de morts, on n'a jamais trouvé aucune arme de destruction massive, et par la suite, on a accusé plein d'autres pays d'ailleurs d'être responsables du 11 septembre. Donc je voudrais pas faire de mauvais esprit, mais ça ressemble quand même à une guerre pour rien. Bref. Oui, oui, bref. Alors et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de notable? Alors en fait, ensuite, il y a eu plein d'événements comme les attentats de Londres ou de Madrid, le tsunami en Thaïlande, etc., etc. Mais le gros truc qui a eu des répercussions jusqu'à maintenant, c'est la crise des subprimes Ah en oui. juillet 2007, qui a conduit à l'effondrement économique de 2008. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, je pense que ça a été voulu, ça a été sciemment créé et préparé longtemps à l'avance, et notamment en 1999, quand Bill Clinton a abrogé une loi qui s'appelait le Glass-Steagall Act et qui séparait les banques de dépôt et les banques d'affaires. Du coup, à partir de 1999, tout le monde pouvait spéculer, ce qui a eu des conséquences dramatiques avec la faillite de Lehman Brothers. Et il y a un film d'ailleurs qui en parle très très bien, qui s'appelle The Big Short. Mais si c'était voulu, quel était l'objectif selon vous? Alors, pour pas paraître trop complotiste quand même, Non, non. je vais pas vous affirmer que c'était quel était l'objectif, je vais vous dire ce que moi j'ai observé. Bon alors, qu'est-ce que vous avez observé? Alors moi j'ai observé qu'il y a eu un énorme transfert de richesse à cette occasion, qu'après Lehman, toutes les grosses banques étaient too big to fail, donc elles étaient trop grosses pour faire faillite, donc elles pouvaient compter systématiquement sur le soutien des gouvernements pour être renflouées. Donc ce que ça donne, en gros, depuis cette date, c'est que les banques font exactement ce qu'elles veulent. Si elles gagnent, et si elles perdent, on paye. Et j'ai également noté que ce sont les lampistes qui ont payé l'addition, notamment le mec, la Société Générale dont j'ai oublié le nom,
et que Mm. c'est là qu'on a réellement amorcé le déclin des classes moyennes un peu partout dans le monde. J'y reviendrai d'ailleurs dans ma conclusion. Et puis cette crise a ensuite débouché sur la crise des dettes souveraines, où on a expérimenté certains trucs qui sont furieusement d'actualité aujourd'hui, comme par exemple mettre des pays très endettés sous tutelle, la Grèce à l'époque, Eh oui. et je pense que nous, ça nous pengonait Mm. d'ailleurs, ou bien aller servir sur des comptes des particuliers, comme à Chypre dans certains cas. Alors là, encore, vous voulez en venir où? Eh ben, tout ça ressemble furieusement à une répétition de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous pensez vraiment? Écoutez, oui, on profite des crises pour faire passer des mesures d'exception et on voit comment ça passe. Si les gens ne bougent pas trop, ça devient un acquis. Mm. S'ils se rebellent, on fait quelques pas en arrière et on revient à la charge quelques années plus tard en ayant modifié 2 ou 3 trucs dans la stratégie d'attaque. Regardez par exemple le H5N1, juste après la crise économique. Ils ont voulu faire exactement la même chose qu'avec le Covid. Et vous vous souvenez de Bachelot qui avait commandé ses 98 millions de vaccins, sauf que là, ça n'a pas pris. Et pourquoi d'après vous alors? Écoutez, je sais pas, il y a eu moins d'images chocs, les gens étaient peut-être moins cons à l'époque, le média était moins Eh servile. oui. Et en tout cas, on a vu que quand une population n'adhère pas, leurs opérations de sidération foirent. Donc je pense qu'on en a tiré, que eux, ils en ont tiré des conclusions pour la suite. Alors justement, alors on continue avec la suite. Alors la suite, donc chronologiquement, la suite, ça a été la Libye. Là encore, on nous a dit que Kadhafi était un méchant dictateur fou et sanguinaire qui menaçait son peuple d'un génocide. Manifestement, vous n'avez pas non plus l'air d'adhérer à ce narratif. Bah, disons que moi, j'ai d'autres infos. Ouais, lesquels alors? Alors moi, on m'a dit que la Libye avait l'un des plus hauts niveaux de vie d'Afrique, que l'argent du pétrole profitait vraiment aux Libyens et surtout que Kadhafi avait l'intention de financer un projet de développement des pays africains en concurrence directe avec le FMI. Et là, à mon avis, c'est là qu'il a signé son arrêt de mort. Et puis il y a quand même le truc ultime, c'est quand BHL s'enflamme sur le sujet, c'est que c'est forcément foireux. Ça marche à tous les coups. D'ailleurs, regardez l'état de la Libye maintenant, c'est ça la démocratie à l'occidentale. Ouais, et du coup, après la Libye, il s'est passé quoi? Et bien, ça a tellement bien marché en Libye que les mecs se sont dit qu'ils allaient faire la même chose en Syrie dans la foulée. Mm. Donc dispositif habituel, voilà, Bachar il est très méchant, il gaze son peuple, il faut absolument intervenir pour établir la freedom and democracy. Il était pas méchant alors, Assad? Bah, moi je trouve qu'il était moins méchant que Macron, mais ça c'est un avis personnel. Et en plus, moi la Syrie je connais, et franchement, avant la guerre, c'était carrément cool comme pays. Alors pourquoi d'après vous? Parce qu'à un moment, Bachar, il avait le choix pour traverser son pays entre un pipeline du Qatar soutenu par les Occidentaux ou bien un pipeline de l'Iran. Mm. Et il a choisi le mauvais pipeline. Et sauf que là, les Russes ont dit aux Occidentaux, si vous entrez en Syrie, c'est la guerre. Et alors, il s'est passé quoi? Et bien là, on a vu un groupe terroriste appelé Daesh sortir d'absolument nulle part avec plein d'argent, plein de voitures, commettre plein d'atrocités et se battre contre le régime syrien. Et alors, vous en pensez quoi? Bah, moi, j'en pense que ça ressemble furieusement à un proxy, donc en gros des armées utilisées par les Occidentaux pour se battre à leur place. Donc moi, je pense que c'est la CIA qui, en général, utilise l'islam radical pour faire toutes ces sales besognes. D'ailleurs, quand les Russes ont décidé de s'occuper du cas Daesh, en quelques semaines, c'était torché. Oui, c'est vrai qu'ils ont étonné le monde avec leur efficacité cette fois-ci. Voilà, lol. Et donc, ensuite, on a la première partie de l'Ukraine avec le coup d'État de Maïdan. Alors, puisque je vous livre les trucs cash, enfin, tels que je les pense, en Oui, tout cas, on avait remarqué. je pense que là aussi, c'est un coup de la CIA, et j'en veux pour preuve le fameux coup de fil de Victoria Nuland, dans lequel Oui. elle compose le gouvernement ukrainien, et où elle explique que l'Europe peut aller se faire enculer texto. Texto, oui. Là aussi, on se sent agacé. Hein. Bah, en fait, une fois que vous avez vaguement compris comment ça fonctionne, vous voyez toutes les ficelles systématiquement. Bref, je continue. Ensuite, il y a eu la période, plutôt calme d'ailleurs, entre 2016 et 2020, où les conflits se sont calmés, l'économie fonctionnait pas trop mal, sauf en France évidemment, et où on se dirigeait vers des relations plus apaisées entre les pays. Alors, comment vous expliquez ce calme? Écoutez, je sais pas trop. Moi, je sais juste que ça coïncide avec la période pendant laquelle Trump était à la Maison-Blanche. Ah, vous voulez dire que c'était dû à son action? Alors ça, ce serait présomptueux de l'affirmer, mais factuellement, ça correspond. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, il y a quand même eu le Covid sous Trump. Oui, alors c'était pendant Pas non plus l'année, grand calme. c'était pendant l'année électorale, Oui. donc qui nous amenait normalement une réélection de Trump, Mm. ce qui a permis d'installer des systèmes de vote un peu différents qu'habituellement. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé. Je vais pas revenir là-dessus. Je vais juste dire que je fais partie des gens qui pensent, mais intimement, que Biden a triché. Tiens donc. Et voilà quoi. Et puis donc à partir de 2021, les démocrates sont revenus à la Maison Blanche et là on est en train d'assister à une sorte d'apothéose. Donc je vous fais grâce de l'histoire récente parce qu'on est en plein dedans, donc tout le monde l'a en tête. Mm. Mais là tout est en train de s'accélérer. À ce point-là. Bah, regardez par vous-même, en fait, tout est en train de merder en même temps. Donc Oui. c'est un peu comme si tout ce qu'on avait vécu depuis le début du siècle était une espèce de répétition pour le bouquet final actuel, où là, on est en train de nous faire la totale. Donc le climat qui est soi-disant incontrôlable et catastrophique, une nouvelle pandémie qui se profile, on ne sait pas trop si ça va venir des vaches, des oiseaux, des machins, voilà, un truc un peu bizarre, un effondrement financier imminent, une guerre en Ukraine, une guerre à Gaza, des tensions en Chine, et je pense qu'on est en train de vivre une période comme jamais c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous tirez quelle conclusion de tout ça? Alors moi, ce que je constate, c'est que chacun de ces événements depuis 2000 ont laissé l'humanité un peu plus pauvre et un peu moins libre. Donc jamais des peuples n'ont été aussi contrôlés, aussi tracés, aussi espionnés, aussi taxés que maintenant. Alors, du coup, vous en concluez quoi? Alors moi, et ce n'est que mon avis, encore une fois, j'en conclus que le 21e siècle est le siècle pendant lequel certaines personnes ont décidé de mettre l'humanité en esclavage en la dépouillant et en l'étouffant progressivement à coups de catastrophes qui sont tout sauf naturelles. Mais selon Klaus Schwab, visiblement, être esclave, ça ne nous empêchera pas d'être heureux. Mm. Et donc moi, je suis persuadé que toutes ces De toute façon, on sera épreuves... bourré de petits médocs. Donc Voilà, on aura des médocs et tout, enfin, on sera content, etc. Mais moi, je suis persuadé que toutes ces épreuves ne doivent absolument rien à la
fatalité. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais pour terminer quand même sur une note optimiste, jamais l'humanité n'a été aussi éveillée. Donc ça se voit pas du tout en France parce que nous, on est spécialement endormis et qu'on a des médias qui sont spécialement menteurs. Mais je vous garantis que dans le reste du monde, de moins en moins de gens sont dupes. Donc ma conclusion, c'est que la suite va être passionnante. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce petit rappel historique, un petit peu différent de celui que pu entendre dans mes salles de cours, mais c'est ça qui est sympa avec votre chronique au bon tweet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Clémence, à la semaine prochaine. À bientôt.